Aujourd'hui, on va parler du célèbre et grand tueur en série Ed Kemper. Ed Kemper est né en 1946 en Amérique. Il va grandir sans figure paternelle, donc qu'avec sa maman, Clarnell Kemper, et ses deux sœurs. Ed va être emprisonné très tôt. Son tout premier crime va être celui de ses grands-parents, Maud et Edmund Kemper. Il vivait chez eux pour ne pas être trop loin de son père. Parce que chez sa mère, il vivait des choses horribles. Elle le maltraitait physiquement, moralement, mentalement, verbalement, tout ce qu'on veut. Sauf que Maud Kemper, donc sa grand-mère, avait beaucoup de similitudes avec sa mère. Elle lui hurlait dessus pour rien, elle passait ses nerfs sur lui, et ça, Ed avait de plus en plus de mal. Donc là, on se retrouve le 27 août 1964 où Ed décide d'aller chasser comme à son habitude. Son grand-père est en ville en train de faire les courses et sa grand-mère chez lui. Enfin, chez eux du moins. Sa grand-mère avait l'habitude de l'appeler pour lui dire de rentrer. Donc elle criait très fort. Et ce jour-là, Ed n'a pas supporté. Il lui a tiré dessus. Elle est morte sur le coup, sauf qu'il n'avait pas pensé à cacher le corps. Son grand-père arrivait des courses, et il savait que si son grand-père voyait ça, il allait le passer à tabac. Donc du coup, il a décidé de tuer son grand-père aussi. Le premier réflexe qu'il ait eu, c'est d'appeler sa mère. Donc quand il a eu sa mère au téléphone, il lui a dit « Écoute maman, il y a eu un accident, j'ai pas fait exprès, c'était au moment de la chasse » et sa mère ne l'a pas cru du tout. Elle savait. Elle lui a dit d'appeler tout de suite la police. Ed s'est retrouvé dans un hôpital psychiatrique, mi-prison, mi-hôpital psychiatrique, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, Ed va apprendre tous les comportements à avoir pour être libéré. Donc réussir les tests psychiatriques, tout, pour paraître le plus sain possible. Et il va réussir parce que Ed est très intelligent. Il va par la suite retourner chez sa mère, chez qui il ne voulait absolument pas retourner. Chez sa mère, ça continue. Donc cette fois-ci, il va avoir son lit à la cave, pendant que ses deux sœurs et sa mère dorment à l'étage, paisiblement. Pour lui, il faisait référence entre le paradis et l'enfer, parce que dans la cave dans laquelle il était, il y avait le chauffe-eau, qui faisait énormément de bruit quand il chauffait, donc pour lui, c'était les bruits de l'enfer, et en haut, c'était le paradis. Certain time of the evening, the family left the center room, the living room of the house. My mother and my sisters, or my sisters themselves, would go up to bed upstairs, where I used to go to bed upstairs. I had to go down to the basement. And an 8-year-old child had a tough time differentiating the reason in that. Why am I going to the basement? I'm going to hell, they're going to heaven. Ed, pour montrer son mécontentement, parce qu'il voyait bien, hein, sa mère lui disait que de toute façon c'était un moins que rien et qu'elle préférait ses sœurs, il va tuer les deux chats de la famille. D'abord le sien, qu'il va enterrer dans le jardin, puis celui de sa sœur, qu'il va tuer, dépecer et laisser dans son placard. Et ça, c'est sa mère qui va tomber dessus. On va faire un petit saut dans le futur. On se retrouve le 7 mai 1972. Ed va avoir des pulsions de meurtre, il a besoin de sang cette fois-ci. Là, c'est plus un accident, c'est plus rien. Il s'est disputé violemment avec sa mère et là, ça a été la fois trop. Il va commettre son deuxième crime. Donc le 7 mai 1972, il pleut à torrent. Ed décide d'aller prendre la voiture et d'aller faire un tour vers le campus universitaire. Il va avoir deux autostoppeuses, Marianne et Anita. Il va décider de les prendre, et il savait qu'en les prenant, elles allaient mourir. Ed avait une méthode qu'il a expliquée dans toutes ses interviews pour que les filles ne s'inquiètent pas et montent facilement dans sa voiture. Il faisait genre le mec super pressé qui avait pas le temps et qui les prenait par dépit parce qu'il pleuvait. Donc les filles montent dans la voiture, Anita n'était pas du tout rassurée alors que Marie, elle, avait l'habitude de faire du stop. Il va passer par une route que les filles ne connaissent pas. Les filles vont commencer à s'inquiéter, etc., de savoir où elles vont. Il va se mettre sur une petite route, il va s'arrêter et va dire à Anita de monter dans le coffre. Il va s'approcher de Marie, va lui mettre un sac sur la tête et va l'étrangler jusqu'à ce qu'elle meure. Elle va énormément se débattre. Sauf qu'en voyant que ça ne fonctionne pas avec l'étranglement, il va sortir son couteau et la poignarder à plusieurs reprises en mettant du sang partout. Et Ed détestait avoir du sang partout. Il le dit lui-même, c'est la partie qu'il détestait le plus quand il fallait nettoyer, enlever les traces. C'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui décapite et démembre ses victimes, mais bon, c'est Ed Kemper. Ensuite, il va aller dans le coffre et va procéder de la même manière pour tuer Anita. Sauf qu'il avait pas pensé à ce qu'il allait faire de deux corps après. Il va les décapiter dans son coffre. Il va ensuite les démembrer et jeter des bouts de membres un peu partout dans les chemins, dans les ravins, etc. Mais il va garder les deux têtes avec lui. Parce que pour lui, c'est un trophée. Pour lui, c'est vraiment une victoire d'avoir tué des gens. Je vais quand même vous lire un passage de son interview avec Stéphane Bourgoin. Ça m'a un peu glacé le sang parce que je me suis dit, ok, donc le mec était réellement conscient de tout ce qu'il faisait. Enfin, c'est fou de dire ça. Il y a plein de criminels qui font passer ça sur le dos
de la folie, etc. Alors que lui, non, il le sait, il le vit, il a envie, enfin, c'est fou. Ce que je désire ardemment, c'est assister à la mort et savourer le triomphe que j'y associe. Donc pour lui, c'est vraiment un triomphe de tuer des gens, enfin, mon propre triomphe sur la mort des autres. C'est comme une drogue qui me pousse à en vouloir toujours plus. Je veux triompher de ma victime, vaincre la mort. Elles sont mortes et moi je suis vivant. C'est une victoire personnelle. C'est fou quand même. En fait, moi, ce qui me passionne avec Ed, c'est que il dit les termes. Il va pas essayer de faire comme plein d'autres tueurs en série à dire oui, mais non, je regrette. Non, lui, il regrette pas, lui. C'est tout de suite, il le sait, il l'avoue, il a savouré, il le dit qu'il a aimé tuer des gens, il le dit. Il dit toute la vérité. Et je pense que c'est ça qui me choque le plus. Enfin, c'est pas ça me choque, mais ce qui me passionne, c'est que il n'a jamais menti. Donc il va emmener les deux têtes dans sa chambre et il va s'amuser sexuellement avec. Puis, passé quelques jours, ça commence à sentir mauvais, donc il va les jeter. Ed va aussi prendre en photo les corps, un peu comme Dahmer avec des polaroids et tout ça, puis ensuite va assouvir ses désirs sexuels sur plusieurs mois avec. Sauf qu'au bout de 4 mois, les photos lui font plus rien. Il va de nouveau avoir des grosses pulsions de sang, de meurtre, il va avoir besoin de tuer. Même procédé, après une dispute avec sa mère, il va partir prendre la voiture et va faire le tour du campus universitaire. Cette fois-ci, on se retrouve le 14 septembre 1972. Une jeune fille de 15 ans, donc c'est la plus jeune de ses victimes de 15 ans, Aiko, fait du stop. Pareil, le même procédé, il fait genre il est gentil, il est pressé, donc elle a pas besoin d'avoir peur quoi. Donc elle monte à l'intérieur de la voiture et cette fois-ci il a réussi à se procurer une arme. Donc il va la placer sur ses côtes et va lui dire écoute je ne te ferai pas mal, j'ai juste besoin de parler, je suis en dépression. Donc pareil il va se mettre dans un petit chemin, il va s'arrêter et il va la tuer. Même procédé, il va la décapiter, couper des parties de son corps et les balancer à droite à gauche. La tête il va la ramener dans sa chambre et s'amuser avec. Au bout de quelques jours il la jette. Ça, ce sera toujours le même procédé. Il va être très ponctuel dans ses crimes, c'est-à-dire que c'est environ tous les 4 mois. Là, on se retrouve le 8 janvier 1973. Même procédé, après une dispute avec sa mère, il s'en va faire un tour vers le campus, prend une autostoppeuse. Cynthia, cette fois-ci. 18 ans. Pareil, il va braquer son arme sur elle et lui dire je suis en dépression, j'ai besoin de parler, etc. Il va la tuer, la découper, la démembrer et ramener la tête et s'amuser avec. Il va procéder de la même manière avec ses 2 autres victimes adolescentes, avec Rosalind et Alice, au mois de février. Là, c'était très rapproché du dernier meurtre. Puis, entre-temps, Ed va se trouver une fiancée. Celle-là, il la tuera pas parce que pour lui, il part du principe qu'il ne faut pas tuer quelqu'un que l'on connaît. Donc, il va se fiancer, il devait se marier autour du mois de mars, sauf que ça se fera jamais. Ses pulsions deviennent de plus en plus fortes. Et en fait, il se rend compte de lui-même qu'il a besoin de tuer juste après une dispute avec sa mère parce qu'il a l'impression de tuer sa mère. Ed est très bien vu de sa belle famille. Il est très poli, très intelligent, très gentil. Il est aussi impressionnant parce qu'il mesure 2,06 m pour environ 180 kg. Autant vous dire que moi je ne monte pas en stop avec lui, peu importe s'il est pressé, ses méthodes, etc. De toute façon, moi maintenant je fais attention. Et cette fois-ci, on se retrouve le 21 avril 1973. Ça va être la journée de trop. La dispute de trop. Ed va rentrer dans une paranoïa où il se croit recherché en fait, de tout le monde. Alors que personne ne soupçonne. Il est ami avec tous les gendarmes de la ville. C'est le dernier homme que les gendarmes puissent soupçonner. Ce jour-là, Ed va totalement vriller. Il va descendre avec un marteau dans la chambre de sa mère et va la fracasser. Même procédé, il va lui couper la tête. Il y a des rumeurs qui disent que il se serait fait une fellation avec la tête de sa mère. Enfin ça, il le nie totalement dans toutes les interviews qu'il a pu faire. Et là, il se dit, on est dimanche, demain tout le monde va s'inquiéter qu'elle aille pas au travail, du coup il lui faut un alibi à sa mère pour sa disparition. Du coup, il va décider d'appeler la meilleure pote de sa mère en lui disant « Écoute, je prépare un repas surprise pour maman, viens, machin, etc. » Sally, elle s'appelle. Elle viendra et ne repartira jamais. Il va la tuer, la décapiter. Il va mettre tout ça dans un placard. Ok, jusque-là, comme d'habitude. Sauf que là, il va prendre sa voiture et rouler plus de 30 heures. Il va aller jusqu'au Colorado. Et alors, dans sa tête, vraiment un moment de paranoïa. Il croit que tout le monde est à sa recherche, qu'il y a plein de voitures qui le suivent, de gendarmes, etc., qu'on parle de lui à la télé, alors que pas du tout. Arrivé au Colorado, il va décider d'appeler donc la gendarmerie. Il va tomber sur ses amis, un mec qui va lui... Enfin, son pote, Andy, qui va lui dire « Écoute frère, je te crois pas, arrête, t'as trop bu, va te coucher. »
Il va rappeler une deuxième fois. Il va retomber sur lui, il va lui dire arrête Ed, c'est bon, je te crois pas. La troisième fois seulement, ils vont enfin le croire et aller voir si le corps de sa mère et de Sally sont vraiment dans la maison, dans le placard. En arrivant sur les lieux, donc les gendarmes tombent bien sur les corps. Et là, Ed va avouer pour tous les meurtres. Tous. Parce que faut bien se dire que les gendarmes, eux, ça fait des mois et des mois qu'ils recherchent quelqu'un qui a plein de meurtres d'adolescentes, d'autostoppeuses, et que ces histoires ne sont toujours pas élucidées. Donc les gendarmes vont arriver au Colorado, donc il va tout de suite être arrêté, il n'y a pas de question, il n'y a pas de négociation, rien du tout. De toute façon, Ed veut aller en prison. Pour lui, c'est vraiment le criminel qui décide quand il se fait arrêter. Son procès aura lieu 6 mois après. Donc il va prendre perpétuité, sans possibilité de remise de peine, rien du tout. Et de toute façon, il y est bien en prison. C'est ça qui est fou, c'est que de lui-même, il le dit. Il le dit, moi je suis bien. Pour lui, il mérite ce qui lui arrive, quoi. Ed est vraiment devenu célèbre grâce à la série Mindhunter sur Netflix. Donc je l'ai regardée et encore une fois, je trouve que Netflix a encore trop romancé le truc. Dans la série, Ed est presque attachant. On pourrait presque avoir pitié de lui. Alors que dans les vraies interviews, non, on n'a pas pitié. On sait qui on a en face de nous. C'est vraiment ce que je reprocherais à Netflix. Comme Dahmer d'ailleurs. Dahmer, ça a été trop romancé aussi. Après moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de lire le livre de Stéphane Bourgoin. C'est grâce à celui-là que je me suis aidée pour cette vidéo et il est tellement détaillé, genre... L'interview est folle. Vraiment, ce que dit Ed Kemper, c'est fou. Enfin voilà. Et j'ai vraiment aimé lire ce livre. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà été pris en stop aussi. Et si vous avez eu peur à ce moment-là. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, merci. On est presque 200 sur ma chaîne. Je sais que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà le début. À la prochaine pour un nouveau tueur en série.